Et on a le plaisir d'accueillir Dr Anne Guivarch-Lévesque. On a le plaisir de l'avoir parmi nous. Elle va nous parler de la préparation de l'endomètre en vue d'un transfert d'embryon congelé. Merci d'être là. Et à vous la parole. C'est 20 minutes. Merci à vous. Une deuxième fois, je vous remercie pour l'invitation pour être ici. Je veux juste, avant de commencer mon topo, juste clarifier quelque chose par rapport au topo de M. Midassi. C'était par rapport au protocole de Peter Humayden sur le fait de rajouter de l'HCG après un déclenchement paragoniste. Alors, soit j'ai mal compris, soit vous avez une procédure qui est différente du protocole de Peter, qui est de faire l'HCG le jour de la ponction, c'est-à-dire 48 heures après le déclenchement. Je crois que vous disiez le jour du transfert. On pourra en reparler, mais pour le coup, on se situe avec une injection complémentaire d'HCG qui se situe deux jours si vous faites un embryon de J2 ou 3 jours si c'est un embryon de J3, voire 5 jours si c'est un blasto. Donc, le protocole Princeps, il est le rajout des 1500 unités, c'est 2 jours de la ponction. Voilà. Mais bon, on pourra en reparler si vous voulez, mais je voulais faire préciser. Alors, moi, je ne vais pas parler du déclenchement paragoniste et du transfert frais, même si c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je crois qu'il va y avoir un topo là-dessus à la fin du congrès, parce que là, on va publier une série qui est assez intéressante, je pense, sur cette action. Bon, donc, mon propos aujourd'hui... Alors... Ah mince, Ah, pardon, excusez-moi. Si je commence par parler trop avant de commencer, ça ne va pas le faire. Donc là, je vais vous parler du transfert d'embryons congelés. Et donc, comme vous avez bien tous compris, bien évidemment, c'est un sujet d'importance puisque, bien évidemment, on est amené de plus en plus à faire des transferts différés selon la politique du freeze-all qui est bien connue. Donc c'est bien de congeler tout, mais il faut savoir comment est-ce qu'on va replacer les embryons. Et ça, ce n'est pas complètement évident. Alors, donc, juste pour que ce soit un peu clair, on va voir les différentes préparations qui sont possibles, les avantages et les inconvénients de chaque. On va essayer de répondre à quelques interrogations par rapport au traitement du transfert des embryons congelés. Et ensuite, on va comparer les résultats des différentes procédures. Alors, donc, cette plaque, juste pour vous montrer l'augmentation considérable du nombre de transferts d'embryons différés, bien évidemment. Ça, c'est une plaque qui vient des États-Unis. Mais enfin, ça tombe sous le sens qu'effectivement, on va faire de plus en plus de transferts différés, même si on ne va pas tout passer en différé. Je crois que ça, on est aussi assez d'accord. Bien, alors donc, les différents protocoles. Alors, c'est un peu lourd, je suis un peu désolée, mais je crois qu'il faut préciser. Il existe le cycle naturel. Alors, le cycle naturel, c'est un vrai cycle naturel. Il n'y a aucun traitement et on monitore échographiquement et biologiquement pour repérer le moment de l'ovulation. Ensuite, il y a le cycle naturel modifié. C'est que là, on surveille aussi le cycle naturel, mais on déclenche par HCG. Et là, il y a un débat qui est de savoir si, dans ce cas-là, on rajoute ou pas de la progestérone. Donc ça, c'est le cycle naturel modifié. Ensuite, il y a le cycle stimulé. Alors en France, ça a été beaucoup utilisé, et il y avait très peu de publications. Et là, de façon récente, comme vous allez le voir, il y a une étude randomisée qui vient de paraître sur le cycle stimulé, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, on fait une stimulation exactement comme si on faisait une induction de l'ovulation ou une insémination, évidemment, avec des doses faibles, puisque bien évidemment, le propos n'est pas d'obtenir plusieurs follicules. Et enfin, il y a le cycle substitué, où on va donner des œstrogènes et aussi de la progestérone. Alors, des différentes voies d'administration de l'œstradiol et aussi possiblement différentes voies d'administration de la progestérone, même si classiquement, c'est comme la voie vaginale qui prime largement. Alors, donc, le cycle naturel, vraiment naturel. Donc là, c'est évident que pour les femmes, c'est assez intéressant puisqu'il n'y a absolument rien à prendre. Alors, par contre, la surveillance est un peu complexe puisque les femmes vont ovuler quand elles vont vouloir, si j'ose dire. Et il est assez classique de voir, je pense que c'est aussi votre expérience, c'est que souvent, une femme qui va avoir un transfert d'embryon congelé, elle est peut-être un peu stressée, ou je sais pas, enfin, très souvent, elle ovule pas au moment où normalement elle ovule, en fait. Si bien que ça fait plusieurs contrôles. Et que, voilà, enfin, c'est la contrainte. Donc, évidemment, il ne faut pas proposer ça aux femmes qui n'ovulent pas bien ou qui n'ovulent pas du tout.
Et je veux dire un autre chose, mais on en reparlera, c'est le caractère un tout petit peu aléatoire du choix du transfert. Parce que si vous avez une LH que vous allez détecter un jour, elle est à, par exemple, 18 unités internationales. Est-ce que vous êtes dans le pic de LH de la dame ou est-ce que finalement elle va faire son pic 24 ou 48 heures après? Donc le vrai cycle naturel où on doit dépister le pic de LH, il reflète, enfin, il a quelques approximations qui fait que il ne faut pas se baser, je pense, sur un seul dosage de LH, même si vous pensez que vous êtes dans le pic. Ensuite, donc, le cycle naturel modifié, ça c'est peut-être plus simple, même si il faut attendre que le follicule soit à maturité, éventuellement, évidemment, pour déclencher. Donc, aussi une surveillance échographique et biologique. Mais en tout cas, clairement, là, vous avez fait le déclenchement, donc vous êtes plus précis, enfin, en tout cas, a priori, sur le transfert d'embryon derrière. Et puis ensuite, donc, le problème du traitement de la phase lutéale, enfin, on en reparlera, c'est probablement pas certain qu'il y en ait besoin. Donc, on continue. Alors, le cycle stimulé, donc ça, ça semble une alternative tout à fait intéressante pour les femmes qui n'ovulent pas bien. On fait une petite simulation de l'ovulation, donc ça, c'est simple, puis on déclenche. Donc, mais dans ce contexte-là, vous avez un traitement de la phase folliculaire et aussi un traitement de la phase lutéale. Et puis enfin, le traitement substitutif. Alors là, le grand intérêt du traitement substitutif, c'est la programmation. Et très clairement, c'est bien pour les médecins, cliniciens, mais c'est surtout très très bien pour les biologistes. Donc je vous ai mis l'organisation que nous avons dans notre centre. Alors vous pouvez vous poser des questions. Pourquoi est-ce que le mardi, on a le droit de faire 10 transferts d'embryons congelés? Alors le samedi, qu'on ait le droit d'en faire que 2, je crois que c'est 2, ça se comprend un petit peu mieux. Mais en fait, nous ne ponctionnons pas le dimanche, donc nous n'avons pas de transfert à faire le mardi, et ni le samedi ni le dimanche d'ailleurs, donc on n'a pas de transfert à faire le mardi, et donc c'est pour ça c'est le jour qu'on fait le plus de transferts d'embryons congelés. Vous voyez. Donc au-delà de ça, pour les femmes qui n'ovulent pas, c'est évidemment aussi très, très facile. En revanche, les limites, bien évidemment, du traitement substitutif, c'est l'observance. Vous savez que c'est très difficile de savoir si effectivement les dames prennent bien leur traitement et pendant la durée appropriée. Et puis, et surtout, si vous avez une grossesse, puisque le traitement est très long. Et puis, je vous ai mis quand même aussi les contraintes des applications des ovules vaginales. Ça, c'était pour les capsules voie vaginale. C'est un petit peu pénible pour les dames. Mais en tout cas, pour les médecins, pour les biologistes, ce serait le premier choix, parce que c'est plus simple pour nous. Alors, maintenant, quelques questions autour du transfert d'embryons congelés. Alors, on va se poser la question, quand est-ce qu'il faut faire le transfert de façon optimale? Est-ce qu'on doit bloquer avec un agoniste avant de démarrer un traitement, un THS, un traitement substitutif? Si on ne met pas de traitement par agoniste bloquant, vous savez, le décapeptyl retard, est-ce qu'on peut prolonger le traitement par estradiol très longtemps avant de faire le transfert? Ensuite, quelle durée de progestérone avant transfert est optimale? Et puis, dernière question, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à doser la progestérone en phase lutéale? Alors, première question, donc ça c'est un schéma qui vient de l'équipe belge. Comme vous le savez, beaucoup de ce qui nous inspire vient de Belgique et de Bruxelles. Et donc ici, ce schéma clair qui dit que quand on est en traitement substitutif, et ça, c'est assez simple, quand même très clairement. Si vous avez un embryon de J3 à transférer, il faut que vous ayez 3 jours pleins, au moins, de progestérone. Donc ça, c'est simple. Si vous êtes en cycle modifié, eh bien, vous déclenchez l'ovulation. Donc ensuite, vous calculez le jour de ponction idéale, puis vous rajoutez les 3 jours pour votre embryon. Ça, c'est aussi normal. Et par contre, quand vous dépistez le pic de LH, si vous tombez sur le pic de LH, vous n'êtes pas l'équivalent du jour du déclenchement, mais le lendemain du déclenchement. D'accord? Donc, vous allez faire proportionnellement votre transfert un jour plus tôt que si vous avez déclenché par HCG. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement simple. Est-ce que c'est la vérité vraie? Enfin, en tout cas, c'est des guidelines, puis ça vient de paraître.
Alors maintenant, à la question, est-ce qu'il faut faire un décapeptyle retard avant de faire un THS? Je pense que beaucoup d'entre vous ont abandonné le principe de faire un agoniste de retard avant de faire un THS, mais c'était une question qui méritait quand même réponse. Et ce travail toujours de l'équipe belge a bien mis en évidence que vous n'améliorez pas vos résultats si vous bloquez avant de faire votre traitement substitutif. Donc pas d'intérêt à freiner. Par contre, question suivante, et ça c'est une équipe française qui vient de le publier. Si vous ne bloquez pas, vous commencez donc votre Provamès, si c'est votre choix, le premier jour des règles, est-ce que vous pouvez prolonger le traitement œstrogénique, on va dire, au-delà de 20, enfin, vous voyez, la réponse est dans la plaque. Si vous n'avez pas bloqué avant, eh bien, il est probable qu'il ne faut pas excéder 28 jours de traitement œstrogénique avant de faire votre transfert. Alors, en tech, quand on n'a pas lieu normalement de prolonger ce traitement, mais ça valait la peine de le dire, parce que si vous avez des patientes qui vont en Espagne pour des dons d'ovocytes ou enfin quelque chose comme ça, vous verrez que très souvent, on leur prolonge leur traitement œstrogénique pour les synchroniser avec les donneuses. Et en fait, il faut savoir que dans ces protocoles, en tout cas, les femmes sont freinées. Elles ont une down regulation. Donc, en fait, il faut faire attention. Si on ne fait pas une injection de décapeptyle retard, eh bien, la durée d'œstrogène avant de faire le transfert doit être limitée et plutôt aux alentours de maximum 3 semaines que 4 semaines. Voilà, c'était à préciser. Maintenant, ça, c'était la durée optimale de progestérone. Et donc, ça, c'est toujours l'équipe belge de Christophe Lokin. Donc, vous voyez que là, l'étude qui a été faite, c'était on dévitrifie un embryon de J3 la veille. Donc, on va transférer un embryon qui est de J4, puisqu'il a pris un jour de plus. Eh bien, ils ont comparé le fait de lui donner 3 jours de progestérone plein ou 5 jours, donc un jour en moins ou un jour en plus. Et vous voyez que dans ce schéma, eh bien, vous avez plus de fausses couches si vous mettez que 3 jours. Donc, dans le doute, si vous déclenchez le matin ou si vous déclenchez la veille, parce que ça peut dépendre aussi du laboratoire, enfin bon, il vaut mieux faire un jour de progestérone en plus qu'un jour de progestérone en moins. Voilà, ça c'était une autre question intéressante, je pense. Et maintenant, une dernière question qui s'est posée, c'était l'intérêt potentiel du dosage de progestérone le jour du transfert. Et donc ça, c'est un papier intéressant et qui va, je pense, et M. Midassi l'a dit, mais clairement, la phase lutéale, l'intérêt pour la phase lutéale, c'est l'avenir de la reproduction. La phase folliculaire, on s'en fout. Mais la phase lutéale, bien sûr, on va beaucoup plus la monitorer qu'avant. Et même en THS, vous voyez, il semblerait que si le jour de votre transfert en THS, votre taux de progestérone est inférieur à 9,2 nanogrammes, eh bien, vous ayez une diminution de vos résultats. Donc, peut-être faut-il introduire l'usage de la progestérone le jour du transfert, même si on est en cycle substitué, ce qui est quand même assez nouveau. Alors maintenant, la comparaison des résultats entre les différents protocoles. Alors là, c'est un petit peu plus comment dire, enfin, je ne suis pas certaine qu'on va pouvoir tirer des conclusions très évidentes. Mais je voulais vous présenter quand même ce papier, toujours de l'équipe de Christophe à Bruxelles, qui a comparé le cycle modifié avec la progestérone. Donc on déclenche avec HCG, donc c'est un cycle naturel. On déclenche avec l'HCG, on met de la progestérone. Ensuite, on ne déclenche pas par HCG, c'est un cycle naturel, et on met de la progestérone. Et la dernière ligne, qui est, on fait un cycle naturel complet. Et si, dans cette étude, en tout cas dans ce travail, bon, qui est quand même publié dans Human Reprod, donc ça, quand même, il y a une certaine solidité dans les résultats, eh bien, vous voyez qu'au sein des cycles naturels, il semblerait que c'est le vrai cycle naturel qui soit le meilleur. Mais je vous remémore l'histoire de dépister le vrai pic de LH, qui n'est pas, à mon avis, complètement simple. Mais enfin, en tout cas, je voulais vous montrer aussi cette étude. Alors maintenant, la comparaison, cette fois, du cycle naturel modifié, donc là, ça veut dire qu'on a déclenché par HCG, et ça, on l'a comparé au cycle substitué. Et par contre, quand vous comparez deux types de protocoles,
eh bien, vous n'avez pas de différence entre les deux protocoles. Donc, pas de supériorité du cycle naturel modifié par rapport au cycle substitué. Maintenant, et ça c'est une étude récente où je vous disais, on a fait le cycle simulé pour le transfert d'embryons congelés, et c'est une des premières études randomisées sur le sujet, et qui a été comparée au cycle naturel. Et donc le cycle naturel, là aussi, il était déclenché plus le soutien lutéal. Donc quand on parle de cycle naturel, en fait, il y a possiblement trois cycles naturels. Mais là, de la même façon, le cycle simulé versus le cycle naturel modifié, il n'y avait pas de différence. Juste pour vous dire que en fait, l'endomètre n'est pas plus épais si on stimule, en fait, par rapport à un cycle naturel. Et simplement, la longueur du cycle est un petit peu plus longue si on stimule, mais les résultats sont tout à fait identiques. Donc, pas de différence non plus. En ce qui concerne les fausses couches, parce qu'il est vrai que, clairement, on dit, en cycle substitué, on a beaucoup de fausses couches. Ça, c'est vrai. Mais en réalité, le taux de naissance, en tout cas, donc le taux de fausses couches, effectivement, apparaît ici. Donc, effectivement, c'est en cycle substitué qu'on a le plus de fausses couches. Mais en réalité, si on prend les accouchements, eh bien, voyez qu'on n'a pas de différence, quel que soit le protocole qu'on utilise. Donc, encore une fois, pas de supériorité d'un protocole par rapport à un autre, même si il est admis très clairement qu'en cycle substitué, on a plus de fausses couches. Mais parce qu'on a beaucoup plus de débuts de grossesse en réalité. Alors, donc, mais au final, on a autant de naissances. Donc, et j'en arrive à la fin, c'est le résumé, grosso modo, de l'état actuel des connaissances sur quel est le meilleur traitement pour le replacement d'embryons congelés. Alors, donc, on peut le lire ensemble. Voilà, il n'y a pas de différence en termes de naissance, quelle que soit la préparation endométriale. Donc, nous en sommes là. Qu'il n'y a pas de différence dans les coûts entre les différents traitements, on ne sait pas exactement comment faire le cycle naturel, donc il faut déclencher, il faut mettre de la progestérone, il ne faut pas mettre de progestérone. Il semblerait que il n'y ait pas d'intérêt à rajouter de la progestérone quand on est dans un cycle naturel. Voilà. Et ensuite, en ce qui concerne l'œstrogène et la progestérone, on ne sait pas très bien quel dosage et pendant combien de temps il faut le faire. Et donc, très clairement, il va falloir continuer à faire des études sur les dosages, sur les voies d'administration des différents produits, que ce soit œstrogène et progestérone. Donc, au stade où on est, eh bien, on n'a pas d'évidence de supériorité d'un traitement par rapport à un autre. Alors, je vais vous dire comment nous on fait, très clairement. Nous, pour des raisons d'organisation de notre centre, on fait en première intention un traitement substitutif, parce que donc on fait 1400 ponctions par an, on fait à peu près 1000 transferts d'embryons congelés. Donc, on a un labo qui nous demande d'organiser notre activité, tant pour les ponctions aussi que pour les transferts. Nous donnons l'œstradiol par voie orale ou par patch, de façon indifférente. Je pense qu'il faudrait plutôt passer au patch complètement. Des fois, il y a des ruptures de stock. Je ne sais pas si vous avez de patch, alors des fois, donc c'est un petit peu embêtant. Enfin, des ruptures d'approvisionnement, je veux dire des patchs. Donc, bon. Et donc voilà. Et par contre, juste quand même, si on a un endomètre qui est trop fin avec l'œstradiol par voie orale, on passe l'œstradiol par voie vaginale et on a le sentiment, même si, comme j'aurai l'occasion de le dire demain ou après-demain, il n'y a pas forcément d'évidence sur l'intérêt, il n'y a pas vraiment d'études non plus à proprement parler. Donc, mais ce n'est pas communément admis, cette chose-là. Par contre, tout le monde le fait à peu près, autant que je sache, y compris à Bruxelles. Si l'endomètre est fin, on met plutôt l'œstradiol par voie vaginale et on a l'impression que c'est mieux. Par contre, attention, ça donne des taux sériques d'œstradiol qui sont extrêmement élevés. Donc, en fait, il ne faut pas repasser tout de suite à la voie orale, sinon vous risquez d'avoir une chute d'œstradiol assez importante. Mais enfin, ça, c'est une astuce. Ce n'est pas validé, ce n'est pas scientifique ce que je dis, mais je sais que c'est à peu près comme ça que tout le monde le fait. Le traitement, on le poursuit jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée dans le traitement substitutif. Et on fait du cycle naturel
pas en première intention, mais on peut le faire chez des femmes qui sont strictement normaux ovulatoires. Et ce que je vous disais par rapport au pic de LH, si on a l'impression qu'on est dans le pic de LH, eh bien, avant quand même de fixer la date du transfert, on va reconfirmer 48 heures plus tard que la femme a effectivement ovulé. Parce qu'il nous est arrivé avec des taux de LH à 20, se dire bon, on est dans le pic, on recontrôle 48 heures après, et finalement, on a un pic qui est à 50. Donc, elle est encore dans son pic de LH. Donc, quand on se base sur le vrai cycle naturel sans déclenchement, il faut bien monitorer le pic de LH. Voilà, donc j'en ai donc fini avec mon topo, mais je voulais vous présenter, parce que je vois qu'on fait la pub pour Gynazur, donc je voulais aussi vous parler d'une journée que l'on organise à Paris le 17 janvier. J'avais eu l'occasion déjà d'en parler à la journée de monsieur Midassi. Alors, vous voyez que moi aussi, et je rejoins M. Midassi, les élites internationaux ont ça de très agréable, c'est qu'ils sont ils répondent très vite et très rapidement. Et moi, c'est moi qui ai fait ce programme-là, et vous verrez que toute l'élite internationale qui s'intéresse peu ou prou à la progestérone, que ce soit en phase folliculaire, en phase lutéale avec les différents déclenchements, ou en traitement de transfert d'embryons congelés, seront présents à Paris ce jour-là. Donc, si vous voulez vous y inscrire, c'est sur le site de l'ASMR, qui est une des sociétés de médecine de la reproduction française. J'ajoute que cette journée est organisée en collaboration avec les deux plus grandes sociétés françaises de médecine de la reproduction, SMR et GEF. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Et bien entendu, c'est gratuit pour les membres de la STGO. Non. Sûrement. Merci. On va prendre des questions. Hop. Dr Halweni, après Dr Braham. Ma question concernant le transfert d'embryons congelés, j'ai vu que vous ne faites pas le dosage de la progestérone avant le démarrage de la progestérone. C'est comme le cycle de stimulation. On fait toujours la progestérone avant de faire le déclenchement de l'ovulation. Donc ça, c'est ma question. Si on le fait, quand je dis qu'on monitore le cycle spontané, vous voulez dire? Oui. Non, même le cycle substitué. Non, alors, non, clairement, pour l'instant, on ne faisait pas de dosage de progestérone le jour du transfert. Pour l'instant, on ne le faisait pas. Non, pas le jour du transfert. Avant de commencer la progestérone. Donc, on fait 14 jours d'œstrogène. Et puis, le 14e jour, généralement, on fait une échographie pour monitorer l'endomètre et la progestérone, avant de commencer la progestérone. J'ai compris, excusez-moi. Alors, je vais vous expliquer. On le faisait, on l'a fait pendant des années. Et on a fait un travail qu'on a présenté l'année dernière dans notre centre, qu'on n'a pas publié, mais on s'est rendu compte que ça n'avait servi à rien. C'est-à-dire quand vous donnez 6 mg de Provamès à une femme et que vous commencez le premier jour des règles, vous n'avez pas d'échappement. Et les seules fois où on avait la progestérone qui était élevée le jour du contrôle, c'est des femmes qui s'étaient trompées de traitement et qui avaient commencé leur progestérone. D'ailleurs, ce qui se voyait aussi sur leur endomètre, puisqu'on trouvait des endomètres écogènes, étonnamment écogènes. Alors, je sais qu'il est décrit quelques échappements de femmes qui ovuleraient malgré 6 mg de Provamès, mais j'ai l'impression que c'est tout à fait exceptionnel. Et c'est pour ça qu'on a supprimé ce contrôle. Et ma deuxième remarque, c'est que je confirme ce que vous dites concernant les estrogènes par voie cutanée. Ça m'arrive d'avoir un endomètre qui est fin avec les comprimés et je donne une supplémentation par voie cutanée. Ce qu'on a en Tunisie, c'est la pommade, on n'a pas les patchs et ça améliore l'endomètre rapidement. Ok, Dr Braham. Merci Dr Guivarch pour votre présentation très perspicace. En fait, j'ai une question par rapport à l'exposition aux oestrogènes. On parle toujours de la progestérone et l'introduction de la progestérone. Est-ce que vous avez une idée sur la durée minimale d'exposition aux oestrogènes avant l'introduction de la progestérone? Parce qu'en fait, dans notre centre, on faisait avant entre 8 et 10 jours et je pensais que les résultats n'étaient pas très très bons. Donc, on a essayé de changer les choses et de mettre en moins 12-14 jours. Et finalement, sur le plan statistique, il n'y a pas de différence. Que ce soit 8 jours d'oestrogène ou 14 jours d'oestrogène, on n'a pas de différence. Je voulais connaître vos expériences par rapport à ça. Une deuxième question très... D'abord, la première question.
nous faisons en fait le contrôle au 13e jour en fait. On fait une échographie, on fait plus de dosage, comme je disais. On fait une échographie, mais on attend 13 jours. Pourquoi 13 jours? Parce que c'est la physiologie de la phase folliculaire en fait. Et donc on a gardé ce nombre de jours, de au moins 12-13 jours, avant d'envisager d'introduire la progestérone. Parce qu'au bout de 8 jours, alors c'est vrai qu'on donne 6 mg de stradiol, je ne sais pas comment vous faites, mais on donne 8, si on donne 6 mg, peut-être qu'on obtient une épaisseur endométriale satisfaisante plus vite, mais autrement, physiologiquement, la phase folliculaire, elle dure 13 jours. Quoi. Oui, mais on a trouvé, le bizarre dans l'histoire, c'est qu'on a trouvé des résultats similaires. Je voudrais savoir, par rapport au comprimé endovaginal, quand vous passez à la voie endovaginale, est-ce que vous gardez la même dose? Oui. D'accord. Oui, on garde la même dose, c'est-à-dire 3 capsules. Merci beaucoup. Merci. On finit avec une question de Dr Midessi. Pour l'introduction de la progestérone, au cours de mon enquête, il y a pratiquement 40% d'auteurs qui ne font pas du tout la progestérone, même dans la stimulation, il y a des gens qui ne le font pas du tout. Peter Homaïdan ne le faisait pas, le dosage de la progestérone, tout le cycle. Maintenant, il est revenu parce qu'ils ont sorti une étude où les variations circadiennes peuvent être contrôlées par un dosage et aussi l'introduction de la progestérone. On était présent lorsque Christophe Bloquil avait présenté son travail. Il faut insister sur le fait qu'il faut parler en prise de progestérone, en prise par jour. Parce qu'il a été démontré que mettre 3 jours, des fois ce n'était pas 3 jours, c'est 2 jours et demi, et c'était insuffisant. Ça donnait moins de grossesse, mais ce n'était pas statistiquement significatif, mais ça donnait beaucoup plus de fausses couches. Alors il faudrait s'assurer d'avoir eu 12 prises de progestatif, 9 prises, et non pas les jours. Ah oui, non, mais ça pourrait être... En tout cas, l'idée, c'était plutôt un peu plus qu'un peu moins, en tout cas. Et, alors, je vous rejoins sur Peter, parce que je trouve que je connais bien Peter. Et justement, dans la journée qu'on va faire sur la progestérone, en fait, je lui ai demandé, il y aura un débat, en fait, effectivement, sur l'intérêt des dosages de la progestérone. Mais alors, en particulier aussi parce que la progestérone en phase folliculaire fait débat. Mais c'est vrai qu'au Danemark, ils ne font pas de dosage, en fait. Ils ne font pas du tout de dosage. C'est pour ça qu'effectivement, quand on se disperse, on parle beaucoup de la progestérone, du taux de progestérone en phase folliculaire, c'est vrai que ça le laisse un peu de marbre. Mais bon, ce sera aussi un sujet qui sera effectivement débattu. Je voudrais juste rebondir sur la remarque de Dr Midessi, je trouve extrêmement intéressante, parce que c'est une remarque d'ordre pratique. Oui. Par exemple, quand on voit une patiente qui est, par exemple, 16 heures et qu'on a décidé d'introduire la progestérone en comptant ce jour-là comme étant le P plus 0, et qu'on fait après le transfert d'embryon congelé à 8 heures du matin, est-ce que cette patiente a eu toutes les prises nécessaires pour dire qu'elle a eu ses jours pleins? Donc, je pense qu'il faut mieux justement parler en nombre de prises plutôt qu'en jours pour être plus précis. Alors, nous, dans notre centre, on parle en jours pleins. C'est-à-dire qu'on commence la progestérone souvent le soir, et on fait, si c'est un embryon de J3, on a 3 jours pleins, et on fait le transfert au matin, du 4e jour, en fait. Mais c'est un peu le même principe. Hein. Mais nous, on parle en jour plein. Parfait. Ben, je pense qu'il est grand temps de passer... Peut-être une question. Toute petite, alors? Toute petite. Et si on bloque par les analogues avant de programmer un cycle, on attend combien de jours pour commencer l'œstrogène? Si c'est une femme qui est normo-ovulatoire, vous allez attendre sa désensibilisation et commencer avec les règles, en fait. Bien. Merci beaucoup.